C'est plutôt sur la question de priorité. Ouais. C'est que, apparemment, ce qu'il disait Nicolas Hulot, c'est que tout est urgent, qu'il faut agir, tout est important. On ne peut pas forcer à un niveau de développement. Est-ce qu'on peut pas prioriser quand même certaines actions et dire ça peut-être c'est plus urgent, il faut aller là-dessus, quoi. Parce que la théorie dont vous avez parlé qui est hiérarchie enchevêtrée. Voilà, de hiérarchie enchevêtrée. Est-ce qu'à un moment il n'y a pas quand même quelque part au moins 3 priorités, des choses qui ressortent, comme il le dit, au-dessus de la mêlée et qui sont quand même les plus importantes sur lesquelles il faut commencer? Moi je suis d'accord avec l'idée que vous exprimez, c'est-à-dire que pour agir à un moment donné, il faut fixer des priorités, tout en gardant conscience qu'il y a énormément d'éléments qui sont déterminants. Mais il faut fixer des priorités pour avancer. Le problème, c'est que par rapport à ça, Nicolas Hulot, il se met en contradiction. Parce qu'au sein même des dossiers écologiques, il refuse de faire des priorités. Donc, comment vous allez expliquer aux gens qui défendent d'autres causes d'intérêt général, par exemple l'éducation, la santé, etc., qu'il faut qu'ils fassent des compromis pour la priorité écologique, alors qu'à l'intérieur même des causes écologiques, on ne veut pas faire de priorité. Est-ce que la priorité, c'est de lutter contre le changement climatique ou de sortir du nucléaire? Il faut choisir. La sortie du nucléaire n'apporte rien, strictement rien, à la lutte contre le changement climatique. Donc, si le discours consiste à dire toutes les causes environnementales sont toutes prioritaires, et elles sont prioritaires par rapport à toutes les autres causes, vous voyez bien la limite de ce genre de discours. Donc en fait, je suis d'accord avec votre position. Pour agir, il faut fixer des priorités. C'est ça l'essence même de l'action politique et des politiques publiques. C'est pas de lâcher certains aspects, c'est de mettre l'accent à une époque sur certains dossiers, certains problèmes, certaines approches. Mais dans ce cas-là, il faut accepter aussi de choisir des priorités au sein des causes écologiques, et donc on ne peut pas rester sur un discours tout est prioritaire. Pour moi, c'est une des difficultés de ce discours, un problème massif qui domine tous les autres. Non, il faut aussi pouvoir regarder de plus près. Et même quand on parle de biodiversité, qu'est-ce qui est prioritaire dans la biodiversité? Est-ce que c'est le courlis? Est-ce que c'est les vers de terre? Est-ce que c'est le maintien des habitats pas trop fragmentés? Est-ce que c'est la forêt ancienne? Est-ce que c'est le coq de bruyère? Donc la question des priorités, elle se pose effectivement tout le temps. Dire tout est prioritaire, je suis d'accord avec vous, c'est hautement problématique. Et dire tout est prioritaire, sauf les problèmes des autres, de mon point de vue, c'est encore plus problématique pour moi. Le point qui est intéressant, c'est quand vous dites que dans la société, finalement, il n'y a personne qui est mobilisé ou mobilisable. C'est un peu cette idée qui est tout seul, alors qu'il y a quand même pas mal d'exemples. Les femmes violentes, les barres de silence, même sur les pesticides, des associations comme la FTO, etc. Il y a quand même des gens qui sont forts de propositions et grâce auxquels je pense qu'il y a déjà eu des avancées, alors des petits pas, mais des avancées sur la question de l'environnement et de la transition énergétique et écologique. Donc c'est peut-être un petit peu bref de sa part de se positionner comme finalement un peu le Robinson Crusoe de l'écologie. Je suis tout à fait d'accord avec vous. De mon point de vue, c'est tout à fait en lien avec le choix du modèle d'action qui consiste à dire, puisque c'est une cause majeure, il faut qu'elle soit portée par le sommet de l'exécutif. Quand je vous ai parlé des deux interprétations possibles de la solitude, elle vient du fait que parce qu'on choisit un modèle coopératif et un modèle qui dit c'est une cause majeure donc elle doit être portée par le centre du gouvernement, eh bien on se coupe du groupe d'intérêt spécifique qu'on représente, c'est-à-dire les écologistes. Puisque si vous êtes d'une seule pièce avec les militants écologistes, les forces vives qui se battent pour l'environnement, ça devient très très difficile de créer une complicité avec le ministre de l'Agriculture, pour reprendre sa terminologie. Et donc, là, une des conséquences problématiques du modèle d'action qui prévaut depuis pas mal d'années, c'est que
Pour favoriser la coopération et l'intégration des politiques, d'une part, le ministre se coupe en partie, bien sûr seulement, mais il se coupe en partie des forces vives des groupes d'intérêt qu'il est censé défendre lui-même. Et par ailleurs, on affaiblit ces groupes d'intérêt. Par exemple, quand on a fusionné le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Environnement, on a diminué la capacité des fonctionnaires qui défendent l'environnement à se battre vraiment sur des causes d'environnement. Ça veut dire que des dossiers d'environnement où les directions du ministère de l'Environnement pouvaient aller à la télévision défendre leurs dossiers, maintenant elles sont arbitrées dans des bureaux au ministère, bien avant que quiconque ait pu avoir vent du désaccord des fonctionnaires qui défendent l'environnement avec ceux qui défendent tel ou tel projet qui est lui aussi d'intérêt général. Donc cette coupure, je pense qu'elle est effectivement une des conséquences, à mon avis, vraiment dommageable du choix de ce modèle unitaire. Ouais. Moi, je comprends l'intervention de Nicolas Hulot un peu différemment, et du coup, je suis curieuse de le partager avec vous. Moi, j'ai l'impression, quand vous dites qu'on ne peut pas avoir une priorité globale, absolue, qu'on va imposer à tout le monde, j'ai l'impression qu'on se situe dans une logique de transition ou d'accompagnement du changement, dans une étape où on est déjà d'accord collectivement pour se dire que l'environnement, ça doit faire partie des priorités. On ne sait pas encore trop lesquelles, mais c'est déjà très important. Moi, j'ai l'impression que Nicolas Hulot, il arrive à la radio en disant « mais on est encore en amont de ça, on n'est pas collectivement d'accord pour se dire que l'environnement, c'est probablement une priorité à prendre vraiment politiquement. » Moi, son discours, je l'entends à l'aune d'un livre qui a fait vraiment référence dans le monde du management et qui est paru dans les années 2000, écrit par John Kotter, qui s'appelle Leading Change. En fait, il détaille les étapes pour accompagner le changement, alors dans une entreprise, mais ça peut s'appliquer un peu partout. Et il dit les 2 premières étapes pour impulser le changement, déjà allumer l'étincelle, c'est 2 choses. C'est créer un sentiment d'urgence, dire « il faut vraiment changer, hein. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible ». Numéro 1. Et numéro 2, donner une vision, donner une cible. On va dire, on ne peut pas rester comme ça, mais on va où? Ah bah, on va là. Et moi j'ai l'impression que dans ce que dit Nicolas Hulot, il dit sentiment d'urgence, mais il faut y aller là, c'est plus possible de rester comme avant, de faire ces petits pas comme depuis 40 ans. Et il dit, il nous faut aussi une vision partagée, et c'est en ça où je pense qu'il dit, voilà, il nous faut une priorité absolument majeure. Là où il ne va pas assez loin, je pense, c'est qu'il ne propose pas de vision partagée. Il donne une piste sur ce que vous disiez de est-ce qu'on peut combiner croissance et écologie, est-ce qu'on peut le faire en même temps? C'est une piste de réflexion, mais il ne va pas beaucoup plus loin. Et moi, je l'entends comme un appel pour la société civile et les partis politiques à se positionner sur la construction de cette vision commune. Le premier point, c'est effectivement que si on veut mener une action collective, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le modèle de changement, pour mener une action collective, il faut qu'il y ait une sorte d'accord de principe sur une orientation générale. Alors, moi je ne partage pas votre sentiment que cet accord de principe n'existe pas. Je pense que cet accord de principe, il est acquis dans la société sur l'environnement aujourd'hui. Je pense que c'est un des résultats des 15 ou 20 dernières années. Parce que, disons, depuis le début des années 90, il y a eu un nouveau cycle très positif de prise en charge de l'environnement. Et donc, il y a un consensus de principe. Donc, à mon avis, on peut discuter de ce diagnostic, hein, mais moi je pense que ce consensus de principe est acquis. Je pense donc que l'erreur et ce qui est le défi actuel réside dans l'étape suivante. C'est pas parce qu'il y a un consensus de principe qu'on peut espérer avoir un consensus automatique sur les objectifs opérationnels, ni sur les moyens mis en œuvre. Or, c'est précisément ce saut-là que fait le modèle d'action prôné par Nicolas Hulot. C'est que l'idée que sous le coup de l'urgence, l'accord de principe peut se décliner de manière irrésistible en objectifs opérationnels spécifiques et en mode de mise en œuvre partagé ou même complice, pour utiliser ce mot étonnant qu'il a utilisé.
Donc je pense que c'est ce pas-là qui est le point d'achoppement dans sa théorie du changement. Si vous êtes dans une organisation et que on fixe la stratégie générale de l'organisation, personne ne pense dans une organisation que ça suffit après à décliner de manière automatique ou autoritaire les objectifs opérationnels. On va reprendre les confrontations internes entre le service recherche et développement, le service industrialisation, le service marketing, etc. Simplement, dans le cadre de ces orientations très très générales, on va se battre et se confronter, et chacun va se battre pour la fonction qu'il représente dans l'entreprise. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un problème de modèle de changement. Ce qui se passe, c'est que dans le modèle de changement dans l'entreprise, une fois que vous avez créé une conversation stratégique qui débouche sur une vision générale partagée, vous allez aussi créer des lieux de discussion et des vocabulaires de discussion qui permettent des confrontations spécifiques, mais des confrontations qui n'attendent pas que la coopération décline automatiquement du sentiment d'urgence. Et donc je pense que c'est là que le bas blesse. Et d'ailleurs on pourrait presque, ça va dans le sens du début de votre remarque, se dire au fond, quand Nicolas Hulot a été nommé à la satisfaction générale ministre de l'Environnement, ça a été une reconnaissance du fait que c'était une cause portée par l'ensemble de l'opinion publique, l'ensemble de la société, etc. Pour moi, la difficulté, elle vient dans l'opérationnalisation. Je reprends l'exemple des courlis. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les organisations de chasseurs, elles sont toutes dans l'acceptation de principes de prise en charge écologique. Mais est-ce que de responsabilité écologique, elles investissent d'ailleurs beaucoup dans des actions. Mais est-ce que ça veut dire que à chaque fois qu'il va y avoir une discussion sur le courlis cendré ou sur le grand tétra, on va automatiquement faire l'arbitrage en faveur de ceux qui considèrent que l'avenir de l'humanité dépend du courlis cendré? Non. Donc, il y a un vrai problème, qui est le problème de mobiliser un discours de l'urgence et de la cause générale en croyant qu'il va nous porter non seulement sur une vision générale, mais vers la mise en œuvre opérationnelle. Dans sa vision générale, le point le plus constructif, c'est clairement l'idée, au moins nous devrions exploiter les synergies entre l'emploi, l'économie et l'environnement. Il a donné l'exemple de l'agriculture intensive en main-d'œuvre et d'autres exemples de synergie. Mais pour exploiter ces synergies, il faut qu'on ait les lieux et les modes de discussion pour que ces synergies soient construites en prenant en compte des gens dont les préoccupations et les intérêts continuent à être divergents. Vous ne pouvez pas postuler que les gens sont d'accord parce qu'il y a urgence. Et pour moi, c'est ce qu'ils postulent, et là, il y a un problème. L'urgence ne met pas les gens d'accord. Ce qui met les gens d'accord, c'est une vision claire, une urgence et un modèle réaliste de confrontation des intérêts des gens. Et c'est ce modèle réaliste qui manque, aussi bien dans l'organisation administrative du ministère que dans la manière dont le débat intellectuel est conduit dans le milieu académique comme dans les médias. Il y a un défaut de qualité dans les conversations stratégiques, si je prends un mot de plus de management. Et si une grande organisation acceptait un vocabulaire de conversation stratégique comme celui-là, c'est-à-dire si vous ne vous mettez pas tout de suite d'accord avec moi, c'est que vous ne reconnaissez pas l'urgence des orientations stratégiques qu'on a fixées ensemble, ce ne serait pas acceptable dans le cadre de la conduite d'une opération de changement dans une organisation. Et il n'y a pas de raison que ça le soit dans le cadre de la conduite du changement collectif. Je ne sais pas si vous... Oui, je partage votre point sur la nécessité de créer une vision collective et qui passe par la confrontation, ça c'est nécessaire. Et moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas, en tout cas, la population, ses représentations politiques et économiques ne sont pas encore au niveau de maturité suffisant pour arriver à proposer
les briques de base de cette vision. Ah ben là, on diverge totalement dans notre diagnostic. Par exemple, toutes les forces politiques ou administratives, etc., sont alignées sur l'idée de créer des moyens de transport de plus en plus efficients du point de vue de leur consommation d'énergie et de leur pollution. Tous, je ne vois pas de gens qui ne soient pas d'accord avec ça. Donc pour moi... Dans la SNCF, il n'y a pas une fois le mot écologie qui a été écrit dans le rapport de Dominique Sénard, par exemple. Mais donc, les désaccords, ils ont lieu ailleurs, parce qu'il y a d'autres intérêts et d'autres priorités dans l'opérationnalisation. Par exemple, les lignes locales de chemin de fer. Jusqu'à combien de voyageurs il faut les garder pour des raisons écologiques? Si on garde un voyageur par jour, est-ce que ça reste un moyen très écologique de transporter les gens en train? On ne peut pas avoir cette discussion. Pourquoi? Parce qu'on est sur un côté emblématique, ce qui est, comment dire, l'objet magique, c'est la ligne de train. L'objet maléfique, c'est le bus ou la voiture. Donc, pour moi, il y a déjà des accords très très importants sur des éléments de cadrage. Simplement, il y a une croyance magique qu'on pourrait se mettre d'accord sur des objectifs opérationnels détaillés et ensuite coopérer tous ensemble. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Imaginez que, par exemple, une entreprise d'automobile décide de faire la transition vers les véhicules à hydrogène, à pile hydrogène. Ok, donc, c'est une décision stratégique de l'entreprise. Mais tout le monde est d'accord dans l'entreprise sur cette orientation. Mais dès le lendemain, le combat va reprendre entre le service R&D. Au sein du service R&D, quelle piste technologique à l'intérieur des piles à hydrogène on va privilégier? Ceux qui fabriquent les voitures thermiques vont dire « Ok, c'est une priorité stratégique, mais si on lâche complètement la branche sur laquelle on est assise, l'entreprise va s'effondrer. » Les troisièmes vont dire « Attendez, c'est bien sympa de dire... on est d'accord vers l'idée qu'il faut transitionner vers des véhicules à hydrogène, mais si on le fait sans s'interroger sur les attentes des consommateurs, on va se planter. » Donc, dès le lendemain, la confrontation va être hyper vive. Donc, l'attente que l'accord sur les objectifs se traduise par une forme de coopération généralisée en quelque sorte, et qu'on n'a plus besoin de direction marketing, on n'a plus besoin de direction de l'industrialisation, tous les intérêts doivent s'aligner de manière naturelle. C'est cette théorie organisationnelle-là qui, à mon avis, est complètement irréaliste dans le cadre de n'importe quelle organisation, mais qui est réaliste aussi dans l'organisation collective. Mais du coup, on a beaucoup de mal, parce qu'on n'a pas les idées claires, à distinguer ce qui relève des principes généraux et ce qui relève des objectifs opérationnels. Quand on en est à dire, tant qu'on tuera des grands tétras ou des courlis cendrés, deux espèces pour lesquelles j'ai une affection particulière, c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les principes généraux. De mon point de vue, on se moque du monde. C'est comme si on disait, tant qu'on n'est pas d'accord sur l'enseignement du latin et du grec au collège, c'est qu'on ne partage pas les grands objectifs d'éducation. On a du mal à faire... Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'il y a de recettes pour le faire. Je dis qu'on a tendance à ne pas vouloir distinguer entre ce qui relève d'objectifs opérationnels, qui sont légitimement l'objet de confrontations très aiguës, et ce qui relève de certains choix collectifs de société. En Europe, les économies d'énergie, c'est un thème légitime depuis 1973 quand même. Et il y a eu des efforts collectifs énormes faits là-dessus. Alors, il en reste beaucoup à faire, mais ça paraît difficile de dire qu'on est complètement au stade de on ne s'est pas encore mis d'accord. Mais on peut diverger là-dessus, on peut diverger. Et pour revenir à des choses presque basiques, c'est aussi plus facile de détruire que de construire. Et peut-être si on voulait faire un pas de côté, notre société, elle est quand même beaucoup dans l'hyperconsommation qui revient, on le sait bien, à notre fameux Eros et Thanatos. Finalement, consommer autant, détruire autant, je crois que c'est au mois de mai maintenant où on arrive à une planète consommée, c'est quand même, ça c'est une réalité, enfin, je ne pense pas dire une ânerie en disant ça. Moi, ça me pose question sur notre degré réel d'envie de vivre, voilà, de manière plus prosaïque, plus basique. Mais ça, c'est les fondements qui nous sont communs à tous.
Après que, et pour le coup, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai fait une école de commerce et Sciences Po, donc je suis à la fois dans la logique du privé et la logique de l'intérêt général. J'avoue être plus portée par l'intérêt général malgré tout. Mais je pense qu'on peut concilier les contraintes des différents acteurs. Encore faut-il des gens courageux, des gens qui posent les choses de manière scientifique. Le premier, c'est celui de l'hyperconsommation. Là encore, le débat est extrêmement flou. C'est-à-dire qu'il est vrai que dans nos consommations, il y a des consommations dont on peut discuter l'utilité. Je crois qu'il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Mais en même temps, on est dans un cadre où la priorité de tous les partis politiques, c'est d'augmenter la capacité des gens à consommer. Hein, le niveau de vie, les fins de mois, etc. Donc, pourquoi on est dans cette contradiction? Tout simplement parce que c'est une fausse contradiction, en ce sens qu'il y a des phénomènes de premier ordre et de deuxième ordre. Dit autrement, on s'habille, ok, on achète des habits. Personne n'envisage qu'on arrête de s'habiller, bon, en général. Dans les habits, on peut acheter des habits plus ou moins solides, plus ou moins durables. Déjà, ça, c'est un choix de modalité de consommation. Puis après, on peut se dire, ok, j'achète des habits, mais pourquoi j'achète des habits? Est-ce que c'est parce que ma dernière chemise est usée jusqu'à la corde? Ou bien est-ce que j'ai envie de me sentir bien pour aller à la fête de samedi? Là, on touche du doigt l'idée que cette notion de consommation inutile, elle pose quand même problème. Est-ce qu'il faut autoriser des gens à s'acheter des vêtements pour être bien et faire la fête? Qui doit décider de ça? Est-ce qu'il nous faut une administration écologique qui nous dise non, non, là, le gloss que tu achètes, tu n'en as pas besoin, tes lèvres suffisent, donc on va être sobre hein, sur ce coup-là. Ok, tu veux t'acheter ces chaussures, elles sont très jolies, c'est vrai, mais en fait, tu pourrais très bien faire avec des trucs plus simples, on va te montrer lesquels. Donc, on voit bien qu'il y a déjà un niveau de consommation de base, hein, si on veut tous manger, on mange. Puis après, est-ce qu'on mange d'un ananas de temps en temps? Qui va décider si on peut manger un ananas de temps en temps? Puis tous les combien de temps? Donc, c'est pas pour dire qu'il y a tout ou rien. Mais là, on est dans une tension permanente. C'est-à-dire que le niveau général de l'hyperconsommation, c'est-à-dire ce qui est manifestement la gabegie ou l'inutilité, c'est un delta par rapport au volume total de la consommation. Et donc, on ne peut pas dire que si on arrêtait l'hyperconsommation, on résoudrait 80% de notre empreinte écologique. Ou alors, il faut aller expliquer aux gens qui sont la majorité de la population, qui disent nous, on considère qu'on n'a pas assez les moyens de consommer, qu'on n'est pas assez bien logé, qu'on n'est pas véhiculé de manière suffisante, etc., que non seulement il faut qu'ils arrêtent d'espérer, mais qu'en plus il va falloir qu'ils descendent par rapport à ce qu'ils ont maintenant. Donc constamment dans les débats sur l'écologie, on confond des débats qui sont bien réels hein, sur l'hyperconsommation, ça existe. Par exemple, si on passe, j'ai eu une controverse malheureuse avec un ami l'autre fois là-dessus que je regrette bien, les serveurs qui gardent tous nos selfies, nos images, nos textos, etc. Ils bouffent de l'énergie. Certainement, si on fait notre examen de conscience, on va se dire chacun, est-ce que tout ça est entièrement utile ? Mais en même temps, est-ce qu'on va dire, ok, on arrête tout, là les selfies c'est de la connerie, WhatsApp on arrête tout, il n'y a pas besoin de serveur et tout, non. Donc il faut qu'on se mette en état de distinguer ce qui est la discussion sur les marges de manœuvre pour diminuer, par exemple, stockons moins de selfies, et ce qui relève du mode de consommation en général, est-ce qu'on continue à faire des selfies, à avoir des smartphones, etc. Donc, justement, là, je pense que pour avancer, il faut qu'on s'autorise ce niveau de réflexion. Est-ce que je m'autorise à acheter des habits pour aller à des fêtes ? Mais qu'est-ce que je fais pour essayer que ce ne soient pas des habits fabriqués par des enfants dans des ateliers machin et qui durent qu'une fois et qu'après je peux jeter ? Hein, donc, il faut remettre de la nuance. Je change complètement de registre. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur Eros et Thanatos.
Je suis complètement d'accord avec vous sur cet aspect, c'est-à-dire que le débat est complètement coupé des sources vitales, aussi bien individuelles que collectives, de l'humain. Le problème, c'est que Eros et Thanatos, ils ne sont pas basés sur l'idée que le sens de la vie, c'est essentiellement la commodité et le confort, et que nous avons tous le même désir de vivre, dit autrement que mon désir de vivre s'applique à tout le monde. Le désir de vivre, c'est un désir de vivre pour soi, c'est un désir de vivre pour d'autres, mais pas pour tous les autres. C'est un désir de vivre en groupe. Et donc, le désir de vivre, c'est un désir de développer son propre mode de vie, par exemple. Mais ça n'inclut pas le désir de ne pas marcher sur les pieds des autres. Ou du moins, ce désir-là est second. Et donc, pour moi, là, vous mettez le doigt sur un point qui est très important, c'est l'absence de sens du tragique dans notre appréhension des problèmes environnementaux. C'est-à-dire que quand, à l'échelle de la planète, on pose le problème environnemental dans des termes qui consistent à dire comment on va s'organiser pour que tout le monde soit dans le confort et dans la commodité sans avoir à faire de sacrifices sur son mode de vie, sa culture, ses machins, etc., on est dans une sorte d'angélisme béat. Et donc, l'instinct vital, c'est aussi un instinct de lutte. Et donc, le modèle purement coopératif est une des choses qui nous coupe de l'instinct vital. Donc, le modèle purement conflictuel, lui, il nous coupe aussi d'un autre aspect de l'instinct vital. Et d'Eros et de Thanatos. Et donc, si on veut se reconnecter avec un certain réalisme sur la crise écologique à l'échelle mondiale, il faut accepter que notre instinct de vie nous conduit à des confrontations tragiques, que c'est pas juste parce qu'on s'est trompé, que si on ne se trompait pas, on serait sur un chemin de confort et de commodité. Ça, c'est une illusion culturelle. Si on est en contact avec nos forces de vie, individuelles et collectives, eh bien, on accepte que de manière réaliste, il y a à la fois de l'amour et de la coopération, et de la confrontation destructrice, parce que la destruction, c'est aussi une des conditions de la vie pour ceux qui ne sont pas détruits. Donc là, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'énorme, mais qui est vraiment un non-dit, un vide béant sous le discours d'une écologie du confort et de la coopération qui, à mon avis, est profondément irréaliste si on la considère à l'échelle mondiale. Imaginez, on va 2 secondes dans des contextes sud, aux Philippines ou je ne sais pas où, et là on voit les forces qui sont en jeu, les forces destructrices et en même temps l'envie de vivre et la manière dont ça se traduit sur le terrain par autant de destruction que de création. Donc cet aspect-là, effectivement, vous mettez le doigt là sur un truc énorme et qui fait partie des points aveugles du discours qu'on entend qui est basé sur la commodité et le confort. Sur le privé et l'intérêt général, je pense que, alors ça c'est un point bien français, je pense qu'on est malade de cette distinction. Moi je propose je me suis donné une bonne résolution, c'est de ne plus parler d'entreprise, mais d'organisation, de production de biens et de services. Imaginez une organisation de production de biens et de services, et que parmi les biens et services qu'on veut produire, il y a de la capacité autonome de transport. Donc des véhicules, que ces véhicules soient en propriété privée, en propriété partagée, en propriété collective, que l'entreprise appartienne à des actionnaires ou qu'elle soit publique. Mais cette entreprise, elle va acheter des métaux, elle va faire tourner des machines, elle va rejeter. Cette organisation de production et de services, elle va avoir une empreinte écologique. Donc, les distinctions complètement schématiques qui consistent à dire une entreprise agroalimentaire qui distribue des aliments n'a pour sens que ses actionnaires, nationalisez-la, ça devient une organisation de production de produits alimentaires. Est-ce que son empreinte écologique a disparu? Non. Donc là aussi, il y a besoin de distinguer ce qui est des facteurs de second ordre, le fait que dans certaines circonstances, les modalités d'organisation autour du profit peuvent aggraver ou amplifier certains des aspects d'empreinte écologique.
Et après, il faut comparer ça à d'autres modalités d'organisation en reconnaissant que dans d'autres circonstances, l'organisation publique et administrative de la production des biens et des services peut aussi aggraver dans certains cas l'empreinte écologique. Et que donc il faut se mettre en état de comparer des systèmes réels, concrets, et pas des espèces d'épouvantails du genre l'entreprise agroalimentaire, ça n'est que les actionnaires. L'entreprise agroalimentaire, c'est une des modalités organisationnelles pour produire des biens et des services alimentaires. Et si on la supprime, de toute façon, il faudra une organisation pour produire des biens et des services alimentaires. Donc là encore, on est sur cette notion de premier ordre, deuxième ordre, et sur des espèces d'opposition à l'emporte-pièce qui en fait défendent des intérêts surtout catégoriels et s'inscrivent dans un débat politique qui est bloqué parce qu'ils n'arrivent plus à prendre en charge des problèmes comme les problèmes écologiques qui sont transversaux. Oui, non, moi je voulais revenir sur le point qui a été abordé tout à l'heure sur le modèle de changement, où vous avez quand même parlé d'entreprise. Et on a dit que donc, dans les organisations type entreprise, il y avait, une fois qu'on avait pris un accord de principe, un consensus, on se donnait un cadre de discussion avec plutôt une stratégie de confrontation qui allait permettre de prendre des décisions et des arbitrages. Il me semble que dans ces cadres de structure privée, l'accord de principe, le consensus, il est partagé et encouragé par la direction qui va donner justement ce cadre derrière de confrontation et va inciter à arriver à des arbitrages plus ou moins en faveur de l'accord de principe de départ. Oui. Même si on ne le suit pas au pied de la lettre, elle va tenter d'aller dans cette direction. Et, alors, sauf erreur de ma part, il me semble que le président de la République, lors de sa campagne présidentielle, n'a pas fait montre d'un intérêt massif pour les sujets écologiques. Donc du coup, ça veut dire qu'il lui-même ne partageait pas cet accord de principe. Donc derrière, on se retrouve... Alors peut-être que M. Hulot se dit « la société est prête, c'est le moment d'y aller, il y a un accord de principe général », sauf que la personne la plus influente qui va lui permettre d'aller vers des arbitrages ne partage pas cet accord de principe. Donc du coup, les conditions ne sont pas du tout réunies pour qu'on puisse avoir une confrontation constructive. Et encore moins une coopération constructive. Une coopération constructive, ça demande encore un plus haut niveau d'échange et un plus haut niveau de bienveillance qui n'est pas du tout réuni. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une... Enfin, qu'est-ce qui amène Nicolas Hulot à accepter ce poste alors qu'on lui a proposé depuis au moins une dizaine d'années? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il pense que là les conditions sont réunies dans la société, même si le président qui lui propose semble pas du tout partager? Vous mettiez le doigt sur la dimension politique de la démission de Nicolas Hulot. Pour commencer à aller dans votre sens, il y a d'autres passages de l'entretien dans lesquels Nicolas Hulot explique que son espoir, c'était que la discussion fait avancer et que sa présence dans le tour de table du gouvernement pouvait faire évoluer la manière de voir les choses, les arbitrages, etc. Et donc sa démission, elle manifeste une déception par rapport à ça. Effectivement, il avait forcément identifié que le discours de la campagne d'Emmanuel Macron n'était pas particulièrement calé sur des arbitrages environnementalistes, mais il avait misé sur un espoir d'avancer. Le deuxième point qui est aussi présent dans l'entretien, et je n'ai pas pu tout retenir, tout mériterait d'être regardé, hein, c'est le fait que beaucoup d'hommes d'État, quand ils s'expriment sur l'environnement, ont un discours qui va assez loin, mais derrière, dans les arbitrages concrets et dans les moyens budgétaires, ça ne suit pas. Ce qui revient à dire ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que les arbitrages ne se font pas dans le sens de la priorité fixée. Donc là, Hulot est aussi très clair, il explique oui, j'ai obtenu des arbitrages sur des arbitrages de principe,
Mais derrière, les moyens de mise en œuvre ne sont pas là. Il donne un exemple qui, effectivement, je considère comme monstrueux. C'est l'isolation thermique des logements. C'est super d'afficher des grands objectifs sur l'effet de serre, mais quand on ne cesse de diminuer les moyens budgétaires disponibles pour faire de l'isolation thermique des logements, alors que c'est bon pour l'emploi, que c'est bon pour l'écologie, que c'est bon pour le social, c'est incohérent. Donc sa démission, elle est effectivement, elle acte quand même aussi le fait de constater que les arbitrages ne vont pas dans cette direction générale. La question, ça pose deux questions. La première qui est de se demander, est-ce que la ligne du gouvernement actuel reflète le niveau, tout est une question de niveau d'objectif, hein. Le niveau d'objectif écologique qui résulte des négociations de la société aujourd'hui, entre niveau de vie, etc., et écologie, ou bien est-ce qu'il y a une forme de décalage? Donc moi, j'ai évidemment pas de réponse à cette question. Je trouve que dans son entretien, Nicolas Hulot repose cette question. Il dit, moi je démissionne parce que je considère que les arbitrages, effectivement, ne reflètent pas le problème et l'orientation générale de la société par rapport à ça. Donc je démissionne pour cette raison-là. Il espère que ça va provoquer un rebond, une réflexion et des meilleurs arbitrages, mais donc la question nous est posée, je pense elle va dans le sens de l'interpellation que vous faites. Il y a une deuxième couche là-dedans qui est la suivante, on y reviendra en détail dans un des cours sur la théorie de la gestion sociale de l'environnement, c'est que un arbitrage, ça suppose qu'on arbitre entre deux points de vue qui sont chacun défendus clairement pour lui-même. Hein, c'est-à-dire par exemple un arbitrage entre le développement du réseau de transport routier et l'écologie, ça suppose qu'il y ait quelqu'un qui défend l'écologie et quelqu'un qui défend le réseau de transport routier. Et donc ça nous ramène à la question des conditions de confrontation. Si vous mettez à la place du Premier ministre ou du Président de la République, eux, mettons qu'ils se posent comme arbitres, même si on laisse de côté l'idée qu'ils sont engagés d'un des deux camps là-dedans. Pour pouvoir prendre un arbitrage favorable au côté écologique, encore faut-il que ce côté écologique soit défendu haut et fort par un ministère, par des forces de la société civile, par des médias, par des chercheurs. Aujourd'hui, ces conditions de confrontation ne sont pas réunies. La fusion entre le ministère des Transports et le ministère de l'Écologie, il y a 10 ans, fait que la confrontation entre les deux ministères ne fonctionne pas vraiment. Les conditions dans lesquelles fonctionne le système de recherche français, il y a une des conférences que j'ai mise en ligne qui porte là-dessus, fait que cette confrontation n'est pas vraiment, ne fonctionne pas de manière correcte au niveau académique. Et donc, en fait, on est dans un système où on a une absence de lisibilité des arbitrages. Et c'est d'autant plus, ça crée ce flou et ce malaise qui vient du fait qu'on ne présente jamais les choses comme des arbitrages, mais comme des grandes ambitions, comme des choix de principe, etc. Et on ne fait des arbitrages que de temps en temps sur des dossiers emblématiques. Et du coup, tous les arbitrages au quotidien, Hulot essaie de défendre ça dans son bilan, en fait. On a du mal à les replacer en contexte parce que, comme la mise en scène de l'ensemble, c'est une sorte de bonne volonté générale pour avancer tous ensemble sur tout, on n'arrive pas à mesurer et à peser où tombe le curseur dans les arbitrages. Et du coup, quand on est très attentif à la dimension environnementale, là oui, on est fondé à se dire ça tombe trop du mauvais côté pour l'environnement et c'est ce qui provoque la démission de Nicolas Hulot. Du coup, effectivement, elle interpelle sur est-ce que le secteur environnement peut créer un meilleur rapport de force? Est-ce que politiquement, ça pourrait faire une différence ou pas dans le cadre du gouvernement actuel? Si ce n'est pas le cas, comment se présente la situation politique et est-ce que d'autres forces politiques feraient mieux sur le plan de l'environnement? Comment? Sur quel sujet? Sans doute pas tous les sujets environnement ne seraient pas traités à la même enseigne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on ne peut pas refermer la question que vous dites en disant non, il n'y a pas de problème. C'est sûr que là, il y a un problème politique qui est posé par cet entretien et que ça nous invite à regarder comment ça va se passer dans la suite sur les arbitrages. Juste rapidement. Oui, mais du coup, ça donne
l'impression qu'il a pas pris ou pensé aller au-delà justement de ces problématiques politiques, qui est que ce n'était pas la priorité du gouvernement, et qui s'est retrouvé dans une situation où il n'a pas pu agir comme il aurait aimé, ou comme il pense qu'on aurait dû agir, et qui se retrouve en face de problématiques de lobby, de réalité socio-économique, et l'impression qu'il se rend compte qu'en fait il peut pas les dépasser, quoi, mais qu'il pensait pouvoir les dépasser avant. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'a pas, je le vois comme ça, il n'a pas un discours effectivement très clair sur le modèle économique, la croissance, etc. J'ai l'impression qu'on lui oppose toujours un petit peu ça, et que finalement c'est une sorte de mur de tous côtés qui pensait pouvoir dépasser. Oui, mais justement, je pense que là, on est au cœur du débat sur le modèle d'action qui était sous-jacent à l'action des gouvernements depuis 2007. Ils ont abandonné le modèle d'action qui disait plus les acteurs qui se battent pour l'environnement vont être bien équipés pour la confrontation entre les ministères, entre les groupes de société civile, etc., meilleurs seront les arbitrages. On a abandonné ce modèle-là pour venir sur un modèle qui consiste à dire plus on essaiera de se mettre d'accord en amont, plus on va avoir de bons arbitrages. Mais de mon point de vue, on a atteint les limites ou même l'échec de ce modèle. Parce que ça voudrait dire qu'on attend, quand je dis on, c'est nous qui portons la cause environnementale, que les autres arrêtent de porter leur cause ou de défendre leurs intérêts sectoriels. Mais quel est le réalisme de cet espoir-là ? Je pose la question, on y reviendra certainement dans le cadre du module. On a raté l'occasion d'une réforme beaucoup plus ambitieuse sur l'agriculture. Est-ce qu'on l'a raté parce qu'on a voulu faire comme si on pouvait être complice et il n'y avait pas besoin de confrontation ? Moi je crois que c'est ce qui s'est passé. On l'a raté parce qu'en fait, il aurait fallu une énorme confrontation. Il aurait fallu que les gens qui sont porteurs d'une vision écologique de l'agriculture, etc., montent au créneau, créent du rapport de force. Et donc là, il y a eu vraiment, ça ouvre vraiment la question clé du modèle d'action, on va y revenir à de nombreuses reprises. Est-ce que le modèle d'action, c'est pour avoir de meilleurs arbitrages, il faut appuyer plus fort du côté environnement ? Ou bien est-ce qu'on est comme dans Tintin et les Dupont, soyons aimables, soyons très aimables, et moins on fâche, plus on obtiendra de bons arbitrages. Là, vous nous ramenez au cœur du problème, et du coup c'est à la fois un cœur politique pour le gouvernement, mais c'est aussi un cœur de nous, secteur environnement, comment on pense ça, de quoi on s'équipe pour faire la part entre ce qui est l'efficacité stratégique possible de la coopération et la possibilité d'améliorer le rapport de force. Ça pose ça comme question, mais au-delà de ça c'est la question pour le camp des défenseurs de l'environnement. Mais moi ça me pose la question aussi de quelle était la stratégie d'action politique du gouvernement en nommant Nicolas Hulot. Finalement, en le mettant dans ce cadre-là, quel était l'objectif ? Le même que les prédécesseurs. Puisque le gouvernement précédent a fait la même chose et que celui d'avant a fait la même chose. Donc on peut pas dire que c'est un spectre étroit au plan politique. Hein. On va on va des Républicains jusqu'à la gauche du PS et on est sur le même logiciel. Donc ce modèle d'action, ça a été vraiment le modèle d'action dominant là depuis plus de 10 ans. Et encore une fois, je pense que ce qui est assez... Il y a vraiment un regret énorme, on le voit dans l'entretien, c'est que même ce qui était de la synergie à somme positive, c'est-à-dire choisir parmi les mesures écologiques celles qui ont un effet d'entraînement intéressant du point de vue économique, on n'est pas arrivé à un succès. Mais pourquoi pas ? Est-ce que ça n'est pas faute de confrontation ? Je pose juste la question comme ça. Imaginez un secteur agricole ou énergétique.
il est en crise dans des termes qui font que les organisations traditionnelles qui le représentent sont affaiblies. Pour que ça change, il faut qu'il y ait des forces minoritaires dans ce secteur. Par exemple, des forces minoritaires du secteur agricole qui prennent plus de force face au syndicalisme majoritaire agricole, par exemple. Quel rôle jouent les acteurs d'environnement là-dedans? Est-ce que c'est en essayant de se mettre d'accord avec le syndicalisme agricole majoritaire et le ministre de l'Agriculture qu'ils peuvent être le plus stratégiques? Ou est-ce que c'est en ayant des stratégies militantes aux côtés des forces minoritaires en agriculture qui militent pour le changement et en confrontation avec les forces majoritaires en agriculture pour obtenir ce changement? Donc là, on est bien dans cette question de modèle d'action et d'arbitrage. Donc je vous propose qu'on continue cette discussion dans un mois, une fois qu'on aura apporté les différents modèles d'analyse, notamment stratégiques. Et je pense qu'on pourra reprendre cette discussion à nouveau frais. Je peux juste vous poser une question de chiffres. J'ai en tête 1 200 000 chasseurs. Enfin, je crois que c'est ce que j'ai lu, si je ne me trompe pas. Par les petits récoltes, c'était quand même du fait qu'il y a le poids du nombre. À combien on évalue le nombre d'adhérents à des associations type VVF, FMI, et j'en passe, à Mille. Je pense que c'est inférieur à ça. Et mais c'est un indicateur qui n'est pas complètement fiable parce que les chasseurs et les pêcheurs, ils ont une obligation d'adhérer aux associations. C'est un peu comme alors que les gens qui pratiquent la nature n'ont aucune obligation. Il n'y a pas d'organisation institutionnelle structurée de la société civile, si vous voulez. Si, je veux dire ceux qui pratiquent la nature sans chasse ou sans pêche. Imaginez qu'on ait le même type de statut que pour les chasseurs et les pêcheurs, pour les gens qui vont se balader dans les parcs nationaux, on aurait une structuration tout autre de la société civile. Mais on peut aussi prendre ça d'un autre côté. Quel est le nombre de gens qui sont capables de se promener dans la nature et de voir les espèces d'oiseaux qui sont l'objet de conflits sur les espèces chassables, hein, donc les barges à queue noire, les courlis cendrés, le grand tétras, le busard, non lui il n'est pas chassable, le râle des genêts, etc. Est-ce qu'il y en a 1 million de gens qui sont capables de faire ça? Je ne suis pas sûr. Donc le fait, là aussi il y a un élément du débat contemporain qui est effrayant, c'est que de porter ça sur une dimension morale, du genre vous êtes des salauds, vous tuez des animaux, donc vous êtes des parias de l'humanité, donc on ne veut même pas discuter avec vous. Là je critique le débat médiatique actuel, si vous voulez. C'est qu'on traite comme des moins que rien moraux plus d'1 million de personnes. Comme des viandards tarés, on les mélange tous, hein, ceux qui sont des viandards, il y en a, on les met dans le même sac que tous les autres, etc. Ça aussi, je pense que c'est un vrai problème dans le débat. Hein, c'est pareil avec la profession agricole, on va dire, ok, tous des... etc. etc. Il y a une vraie difficulté si on veut, je ne sais pas, vous qui parlez du changement dans les organisations, dans le changement dans les organisations, si on décide à un moment donné que tel ou tel type de service ou de bureau ou de statut de personnel, etc., c'est tous des paresseux ou tous des ceci ou tous des technocrates, etc., on ne va jamais pouvoir changer. Si on veut pouvoir changer, il faut aussi pouvoir dire, ok, on vous comprend, parmi vous, il y en a dont les choix peuvent aider à aller dans le bon sens, il y en a d'autres dont les choix nous emmènent dans le mauvais sens, et donc on ne va pas vous traiter tous de la même manière. On va, dans nos interactions avec vous, devenir plus différenciants et pas plus stéréotypants. Donc là, je trouve il y a plein d'exemples de ça dans le débat actuel environnemental. Et là, le haro, si vous voulez, ça fait 20 ans que c'est haro sur les chasseurs. Si vous mettez à la place de quelqu'un pour qui la chasse est une activité culturelle, un mode de vie, une activité rurale structurante pour un village qui n'a plus que ça comme activité partagée, etc. Chaque fois que vous allumez votre télé, vous êtes traité de viandard, de machin, de trucs, etc. Puisque l'émission Histoire naturelle s'est arrêtée il y a bien longtemps. À un moment donné, vous êtes en attente d'un rééquilibrage politique. Il est venu là, de manière maladroite, brutale, mais lui aussi, il est un indicateur, si vous voulez. Le fait que
la réouverture de la discussion avec les chasseurs se traduise par une sorte d'impossibilité de discuter publiquement, ça aussi, ça doit nous amener à nous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est d'accord pour dire aux 1 million de personnes qui habitent dans les communes rurales des Cévennes ou dans mon coin en Champagne, l'activité qui vous structure socialement est un truc dégueulasse, on ne veut pas parler avec vous? C'est juste pour répondre sur les ordres de grandeur. Ah, toi tu as un écran allumé, tu as une permission pour ça. Greenpeace, en 2017, il disait qu'il y avait 200 000 adhérents en France. Et FNE, là je suis tombé sur un article du Parisien qui disent qu'ils ont eu 850 000 adhérents. Donc on est sur un ordre de grandeur qui est un peu similaire. Là aussi on tombe sur des problèmes de stratégie et de négociation parce que sur beaucoup de points, les environnementalistes peuvent s'allier aux chasseurs. Sur des points clés, par exemple la protection des habitats, la protection des zones humides, elle est d'intérêt pour les chasseurs qui font des actions importantes pour ça, et elle est d'intérêt pour les environnementalistes qui font des actions très importantes pour ça. Donc là, il y a une synergie. Et puis il y a d'autres thèmes sur lesquels il y a évidemment un antagonisme. Si ce que vous aimez, c'est les oiseaux, et qu'il y a des gens qui tirent sur les oiseaux, il y a, effectivement, on comprend les causes de l'antagonisme. Et puis, il y a encore d'autres situations. Je pense par exemple aux ongulés en forêt ou aux sangliers, dans lesquels on est dans une espèce de schizophrénie sociale complètement étonnante actuellement sur le dossier des sangliers, c'est vraiment incroyable, dans lequel il ne faudrait pas chasser et tuer d'animaux, mais il ne faut pas que les sangliers pullulent. En même temps, les chasseurs participent à la pullulation des sangliers en se démerdant pour en tuer le moins possible. Et donc, là encore, le débat emblématique du genre les méchants, les gentils et tout, ça ne fonctionne pas. Et si vous regardez les plans de contrôle des sangliers, je crois qu'il y a des plans départementaux de contrôle des sangliers, mais c'est digne d'une comédie de Courteline. C'est absolument dément, le niveau de refus de comprendre, de dialogue de menteurs, de poker menteur et de simulacre en fait, que recouvrent ces plans de sangliers. J'ai l'impression que ceux qui connaissent ce genre de dossier voient ce que je veux dire. Moi je voulais juste dire que par rapport aux chasseurs, justement, Hulot, il condamne complètement le fait qu'il y avait un lobbyiste, etc. Moi je trouve que c'est pas le fait qu'il y avait un lobbyiste pendant la réunion, le problème c'est le fait que la réunion elle a été faite qu'avec des chasseurs. Et je trouve qu'il aurait pu, enfin je veux dire, dans l'Union Européenne, les lobbyistes environnementaux, ils ont un poids énorme et sans les lobbies environnementaux, l'Union Européenne, elle aurait même plus de site Natura 2000 par exemple. Donc avant de condamner les lobbies comme il le fait, il ferait mieux de réfléchir au fait que oui, il pouvait inviter un lobbyiste, on s'en fiche, mais dans ce cas, il aurait aussi fallu inviter des gens qui étaient opposés à la loi pour créer vraiment des conditions de confrontation et de véritable dialogue. Voilà, je suis complètement d'accord, ce n'est pas les lobbies qui posent problème, c'est d'une part que certaines causes sont mal organisées en lobby, et là je considère que les gens qui poussent trop vers la coopération, le modèle d'action environnementale, sont responsables d'un certain affaiblissement du groupe de pression environnementale. Et par ailleurs, sur cette histoire de chasse, il est assez nuancé, Hulot, dans son propos là-dessus, parce qu'il dit que la réforme, elle était pas mal aussi pour la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'elle résulte d'énormes négociations en amont. Mais ces négociations, à aucun moment, elles ne sont montrées au public. Les gens qui regardent les médias et la télévision, à aucun moment, ils ne peuvent voir qu'il y a eu des mois de clash dans des réunions entre les gens du Muséum d'histoire naturelle, l'Office de la chasse, les associations de chasseurs, etc. On leur dit juste, il y a un truc malhonnête et pourri qui s'est fait, et c'est un scandale. Mais est-ce qu'en faisant ça, on augmente la capacité collective de la société à traiter ces problèmes écologiques par cette espèce de chasse à la pureté, par cette espèce de... En fait, on en est presque à une logique de raisonnement qui est au niveau des trucs de people. Est-ce que je vais arriver à choper quelqu'un en train de faire une saloperie et à faire hurler tout le monde là-dessus? Est-ce que c'est une bonne manière de... Enfin, vous voyez que je suis un peu remonté en fait. Je trouve que ça, c'est vraiment un autre aspect de la démission de Hulot, c'est qu'elle montre les limites d'un certain nombre de registres de débats publics et médiatiques qui vraiment finissent par être toxiques pour nos problèmes, justement parce qu'ils créent du manichéisme au lieu de permettre une transversalité pragmatique.
Alors sur les lobbies, c'est incroyable. Moi, je suis Twitter, et donc sur Twitter, le nombre de gens qui essayent de trouver des définitions ad hoc des lobbies pour bien s'assurer qu'il y a les méchants lobbies et les gentils. Alors, il y en a qui disent, lobby, c'est quand c'est des grandes entreprises, parce que ça, on est sûr que c'est des méchants, et donc les autres, c'est des gens qui défendent l'intérêt général. Ok, d'accord, mais les chasseurs, il n'y a pas de grandes entreprises là-dedans. Ah ben non, eux, c'est des salauds qui ne sont pas des grandes entreprises, donc c'est quand même un lobby parce que c'est des salauds. Ah bon, d'accord, ok. Bon, les agriculteurs, la profession agricole, etc., on voit bien, vous avez raison, en fait, il faut accepter. Ça, il y aurait, enfin je sais pas, c'est juste une idée, mais il y aurait la solution, par exemple, de copier l'Union européenne ou des pays comme l'Écosse, etc., qui ont un registre, de ce qu'on appelle un registre de transparence, et qui oblige les gens qui veulent influencer les hommes politiques, donc que ce soit la Commission ou enfin, dans le cas de l'Union européenne, la Commission ou les députés européens. Et chaque fois que ces personnes-là vont rencontrer un député ou un commissaire, ils sont obligés de le noter dans ce registre. Et pour pouvoir les rencontrer, ils sont obligés de faire partie de ce registre. Donc ça permet à la Commission et aux députés de savoir qui ils vont rencontrer, à qui ils vont avoir affaire. Et tout le monde ne peut pas y aller du coup. Donc en fait, ça permet d'avoir une définition de ce que c'est qu'un lobbyiste, de savoir le budget qu'ils mettent, les personnes qui rencontrent les hommes politiques, etc. Et ça permet du coup de la transparence. Et ça permet aussi à des gens qui sont intéressés ou aux médias de dire, bah voyez, tel eurodéputé, avant de voter de cette manière par rapport à telle loi, il a rencontré telle personne, mais aussi telle personne, donc il a pu se faire son idée à lui en ayant rencontré des gens du bon. Et absolument, et donc il y a vraiment sur les lobbies un chantier énorme, hein, sur les groupes de pression ou sur les groupes d'advocacy, hein, les groupes qui plaident pour tel ou tel groupe d'intérêt ou pour telle ou telle cause. Cette émission et le débat qui s'en est suivi montrent qu'on est tombé là en France à un niveau d'irréalisme là-dessus qui est effrayant, et ça vient en partie du modèle d'action coopérative, parce que si vous avez en tête qu'il faut qu'on mette de côté nos désaccords et les intérêts ou les préoccupations de tel ou tel groupe pour devenir complice ou agir en coopération, ça devient très difficile de se dire ok, c'est normal qu'on tire chacun sur la corde, il faut qu'on se donne des règles. Parce que si on est contre la confrontation, c'est difficile de se donner des règles de confrontation. Et donc c'est un des éléments qui explique qu'on a du mal à remettre à plat cette histoire d'advocacy et de groupes de pression. Vous verrez dans les parties théoriques que moi je suis plutôt pour une confrontation accrue des groupes d'advocacy et des groupes de pression, parce que je pense que la trop grande prévalence du modèle coopératif conduit justement au fait que les gens ne peuvent défendre leur intérêt que de manière détournée, sous couvert d'arguments qui n'expriment pas la réalité de leurs préoccupations ou de leur position, dans des cadres de discussion qui sont plus ou moins cachés. Et donc il y a une forme de toxicité en fait liée à ce modèle d'action. Mais je ne voudrais pas préjuger de ça. Il nous reste peut-être 5 minutes, donc encore une ou deux questions ou interventions brûlantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment à dire, ou quelque chose qu'on n'a pas vu encore, ou un thème qui vous paraît nécessaire de mettre sur la table ? Juste une toute petite, enfin pas conclusion, mais suite sur la discussion avec les chasseurs dans le cadre de la réflexion sur la fusion entre du coup l'Agence française pour la biodiversité et l'ONCFS. Je ne sais pas si ça fait écho ou pas avec la fusion qu'il y a eu à l'époque entre les deux ministères dont on a parlé. Enfin, et quelle suite ça peut avoir en fait sur la politique, sur la présence des lobbyistes. Oui, mais c'est un exemple formidable, hein. Soit on se met dans le modèle où il faut intégrer pour mieux coopérer et négocier, et il faut fusionner ces organismes. Mais ce qu'on perd là, c'est la transparence et la force négociatoire du clash entre les pro-chasses et les anti-chasses, hein. Et donc, pour moi, il faut réaborder cette question en disant quel est le système d'interaction qui permet à la fois de jouer sur les synergies. Elles sont énormes en termes d'expertise sur les dynamiques de population.
c'est les mêmes recherches, ou à peu près, qui peuvent éclairer les choses. En termes de protection des milieux, par exemple, contre la destruction par l'agriculture ou contre la pollution par les pesticides, la synergie est totale. Les chasseurs n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'on mette des pesticides qui nuisent à la vie faune. Et en même temps, il y a des clashs fondamentaux. Mais si on utilise dans les tactiques sur les clashs anti-chasse des choses qui empêchent de faire fonctionner les synergies, c'est qu'on a raté quelque chose. Alors quelle grille de lecture on peut se donner pour ça? Ça aussi, on va le voir à la fois dans les cours sur la négociation et dans les théories de la gestion sociale de l'environnement. C'était une organisation importante, l'OMCFS, en termes de budget et en termes d'emploi de fonctionnaires, et très noyauté, en tout cas dans un réseau fort avec la chasse. Donc là, globalement, en diminuant le permis, ça diminue de moitié à peu près les financements de l'OMCFS, qui, après les débats, rentre dans l'Agence française de biodiversité, qui est donc une agence technique. Et là, le débat autour des chasseurs préfigurait, en tout cas, un affaiblissement assez fort de la partie qui porte la biodiversité au sein de l'UMC. C'est bien possible. Et puis il y a un autre aspect qui est la police. Pourquoi un des enjeux clés de la police de la nature, c'est la police de la chasse. Et donc une des rares forces de police de l'environnement qui fonctionnent vraiment, c'est les gardes-chasse. Donc moi je ne connais pas du tout là, le détail de ces réformes et les conséquences financières, mais si on pose des grands principes et qu'on affaiblit les ressources budgétaires des organisations administratives qui font la police sur le terrain, sur le braconnage, etc., là on aboutit encore à des situations dans lesquelles on se retrouve en divergence entre les affichages de principes et la pratique. Un des points que Nicolas Hulot pointe dans son entretien. Il ne suffit pas de poser des principes, mais si les moyens ne sont pas là, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est une des causes explicites de sa démission. Donc ça encore, c'est quelque chose qui plaide en disant ça vaut vraiment le coup de creuser. Ça vaut vraiment le coup de creuser pour voir comment c'est organisé concrètement, quels sont les budgets pour la mise en œuvre, quelles sont les synergies et les antagonismes au lieu d'avoir des modèles manichéens. Comment on fait pour se recentrer sur des objectifs écologiques au lieu de se centrer sur des dossiers emblématiques, etc. Voilà toutes sortes d'invitations qui nous sont faites là, autour de cette crise. Et je pense que maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre l'actualité de la journée et la nomination du successeur de Hulot. Donc on va attendre de voir ça, et puis on va pouvoir aussi attendre de voir quel est le discours de politique générale qui va être mis sur la table. Et c'est parce que ça paraît difficile de faire uniquement un changement de personnalité, parce que ça va être difficile de trouver le même personnage conceptuel sous forme concrète. Et donc forcément, il risque d'y avoir, ou il y a une chance qu'il y ait, de nouveaux affichages, etc. Donc je vous invite à y être attentif, et on pourra les discuter dans les séances qu'on aura ensemble au fil du mois. Et puis on y reviendra à la fin du mois, une fois qu'on aura aussi mis dans notre dossier un certain nombre de grilles d'analyse pour creuser ces dossiers.